suivi un certain nombre de refus de la part du CNC pour un certain nombre de ce scénario. Et donc, quelle était d'ailleurs sa réaction du coup face à cet outil vidéo par rapport au 16 mm, puisqu'il avait quand même tourné El Otro Cristobal à Cuba en 35 mm, très peu de temps auparavant, avec Jean Charvin, avec Henri Alcan, etc. Donc le passage à la vidéo, c'est quand même. Il était préparé par le travail. Il était préparé par le travail qu'on avait fait dans le Brabant wallon. C'est-à-dire, au début, ça ne l'intéressait pas, puis il a commencé à regarder, puis il a vu que ça agrégeait les gens, qu'on projetait, que c'est un outil vivant, quoi. C'était pas un truc qui était sur une armoire où, pour commencer à tourner. Hélène, elle avait une caméra 16, si tu veux, mais. Et d'ailleurs, Hélène, elle est juste à la frontière. Moi, je suis arrivé juste après où il n'y avait que la vidéo, mais elle avait monté son camion pour aller faire un film sur les bords de l'Erdre, où elle avait équipé avec des amis à elle un J7, et dans lequel on pouvait filmer, on pouvait développer. Et donc, l'idée, c'était Dziga Bertovienne, quoi. C'était, hop, on va là, il y a la lutte, et on projette immédiatement le résultat. Alors, et donc c'est vrai qu'après, quand on a travaillé dans le Brabant wallon, on a récupéré le camion vide, avec toute l'architecture pour faire des bains, des machins, etc. Et c'est tombé obsolète immédiatement, quoi. Elle n'a pas eu le temps voilà, elle a vu que ça arrivait, que tout ça marchait, que c'était. Elle aussi, ça la libérait, quoi, parce que faudrait qu'elle vous raconte, elle, la complexité du tournage sur les prisons. Pour voir, c'était pas évident, quoi, de faire un film. Et Gatti et Hélène Châtelain, dans un certain nombre aussi d'écrits des années 70, reviennent aussi sur cette idée qu'avec la vidéo, il y avait une possibilité de nouvelle écriture, la possibilité de faire exister un nouveau langage qui ne pouvait pas exister ni par le cinéma ni par la télévision. Et Hélène Châtelain a une très très belle formule, je trouve. Elle dit « C'était un vrai pont, où les personnes se trouvaient à part entière des deux côtés du pont. C'était comme un arceau de chair, comme un vaisseau sanguin, le sang pouvait circuler. » C'est-à-dire qu'il y avait comme ça une relation très particulière qui pouvait s'instaurer aussi, en tout cas selon elle, par la vidéo, et qui n'existait pas forcément de la même manière avec d'autres techniques argentiques. C'est quand même les gens qui tout ça, mais c'est vrai que le fait tout simplement de pouvoir projeter les rushs une fois qu'on a filmé, c'était pas un film où on a tourné et en partie après parce que le montage a été très long à cause des conditions techniques dans lesquelles on l'a fait, donc ça a duré 1 an et demi, 2 ans, mais au moment où on tournait, tous les soirs on regardait ce qui avait été tourné, et regardait avec Gatti, commentait, donc c'est vrai que ça c'était inouï. J'ai déjà tourné sur des films 35, on attend les rushs, même s'ils arrivent bien, qu'on est moins, puis de temps en temps ils n'arrivent pas, ou il y a un problème de tirage, donc on s'aperçoit que c'est atroce. Il y a plein de choses qui font que le produit qu'on fait est totalement étranger aux personnes qui sont filmées. Donc là où je suis tout à fait d'accord avec Hélène, c'est que tout d'un coup, après il y a eu des désaccords sur ce qu'on a fait. Parce que c'était pas tout beau, tout joli. Il y avait, de temps en temps, ils pensaient, eux, qu'on allait faire un vrai film, que ça allait être en technicolor, etc. Et donc, quand on a projeté les films de Montbéliard dans la grande salle, on était au Transfo, non, c'est pas Transfo, c'est là-bas à la Chiffonne, notamment le Yougoslave Radovan, qui avait beaucoup investi dans le film, il est parti en claquant la perte. On l'a cherché pendant 2 jours, on l'a retrouvé ivre-mort, caché dans une armoire. Et il dit, ça va pas du tout, vous m'avez trompé, moi, un film avec Sylvana Mangato, c'est un film, c'est pas ça, là, qu'est-ce que vous avez montré? On ne voit même pas en train de défoncer les portes, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous croyez? Alors, on était tous consternés, parce que c'était comme il était tout seul, c'est un film qui avait demandé énormément de travail en plus, de non-titrage, de documents, etc. Beaucoup d'écriture en plus de la part de Gatti. Et donc finalement, la seule solution qui a été trouvée, c'est qu'il écrit une postface, Gatti avec lui, en disant voilà, il faut que tu dises, voilà, pourquoi tu ne te reconnais pas du tout dans ce film. Et donc on l'a tourné à ce moment-là, on était chercher le matériel, on l'a tourné, et donc le film se finit par Radovan, comme Nicolas le racontera beaucoup mieux que moi, c'est que quand même les films de Montbéliard, c'est une stratégie pour donner la prise de parole aux autres.
on a été cohérent jusqu'au bout. Enfin, je veux dire, jusqu'au dernier moment, ah non, ça va, ah ben, alors tu vas dire que ça va pas. Voilà, donc c'était une position radicale qui a été tenue de bout en bout. Donc c'est ce sang comme ça, ça circule, ça recircule, on ramène, on peut encore retoucher, c'est jamais fini. Et en même temps, Radovan Joveljić, ce film sera projeté notamment. Quand il est projeté en Belgique, personne d'entre eux peut y aller. C'est Radovan qui va y aller et qui va défendre magnifiquement. On va peut-être passer au premier extrait du film, qui est un extrait du prologue, donc Montbéliard, de la série. C'est un extrait de 5 minutes. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais coupé le son. Alors, moi, j'essaie de me souvenir comment on éteint les lumières. En appuyant dessus, c'est bon. Merci. Nous, c'est pas excusez-moi, j'aurais bien fait de. C'était pour pas déranger tout à l'heure pendant les cours pour éviter les cours informatiques, mais là. Décroche, Voilà. ouais. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Désolé. Cultures et un seul cerveau, chaque jour multiplié sur les tables de production, véhiculé par un titre voiture, le lion, sa cage et ses ailes, à travers ce pays étrange, d'aucune langue, d'aucune frontière, l'immigration. Ce sont eux, immigrés ouest chez Peugeot ou manœuvrent dans le bâtiment, qui ont tiré, véhiculé, ont écrit, pensé, joué et même dansé le film. Le générique est d'un ajusteur, Jackie, du groupe polonais. Le lion. Le lion. Il représente la production. Cette production faite dans la région de milliers d'heures de travail, moi j'ai pensé la représenter ici par le corps fait de parties pour d'échappement d'automobile, le museau, une partie de poussée de camion, les quatre pattes d'une tôle travaillée, les bouts des pattes, les griffes, fait de support de pompe de mobilette de vélo, la queue du fer forgé, le bout de la queue et la crinière en coulée de soudure. Sa cage. Le lion représentant la production, sa cage doit représenter le pays Montbéliard. Le meilleur moyen de représenter cette cage, c'est de faire ce qui représente ce monument typique, c'est-à-dire le château de Montbéliard. Ce château fait avec des pots d'échappement de différentes marques d'automobiles. Ce pot a été déployé afin de donner cette paroi, travaillée. Ceci a été mis en forme carrée. Ces coupoles, c'est des colonnes de direction. Ceci, c'est de simple fer carré. Une tôle quelconque travaillée, de même que celle-ci qui a été soudée pour donner le toit de ce château Montbéliard. Ses ailes. Voici les ailes du lion qui représentent les différentes sortes de travailleurs étrangers venus participer à la production. La colonie portugaise, très importante, bien structurée. J'ai aussi trouvé différentes colonies de travailleurs des pays de l'Est. Une
ukrainiens, géorgiens, bulgares, hongrois, toutes petites colonies récemment arrivées, toutes disséminées d'ailleurs, les Italiens. Notre colonie très importante aussi, grande, forte, mais mal implantée, les Yougoslaves. Enfin, ce que je préfère, les Polonais. Excusez-moi, c'était maladroit, mais j'appelle pour le pot en fait. Alors nous pouvons en venir à la mise en œuvre du projet lui-même. Nous avons évoqué les conditions de production, effectivement l'origine, le fait que le projet est une commande de la ville de Montbéliard. Peut-être évoquer comment se sont faites les rencontres avec les communautés, différentes communautés, comment progressivement lier les différentes films ont pu s'imposer. Comment les rencontres se sont passées. Là, je vous ai dit déjà pour Ripollès, hein, c'est en confrontation avec la CGT. Alors au début, quand Gatti est arrivé, on lui a tout de suite présenté tous les gens qui collaboraient au comité d'action, enfin pas comité d'action, au centre culturel de Montbéliard avec Urfer. Et donc il a fait des repas, de nombreux repas avec des ouvriers français de Montbéliard. C'était très sympa. Et puis ça a duré pendant 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, Gatti leur a demandé, mais qu'est-ce qui serait bien pour vous de raconter dans ce film, etc., qu'on va faire ensemble. Et en fait, le centre culturel, sa pratique, c'était de faire des repas de retrouvailles. Donc tous les 15 jours, j'ai des énormes repas comme ça, et ils mangeaient ensemble. Et il est sorti de là en disant, je ne vais pas commencer à faire un film contre la classe ouvrière française. Et donc, du jour au lendemain, l'hypothèse française a disparu du champ d'activité. Donc il y a Radovan, on l'a croisé parce qu'il y a une affiche qui témoigne de ça. Le premier Yougoslave qu'on a rencontré, parce qu'ils étaient, les Yougos à l'époque étaient un peu enfermés, mal vus par la population locale parce que les garçons étaient très beaux et donc ils faisaient des ravages dans la population montbéliardaise. Donc il y avait une sorte de racisme dès qu'ils apparaissaient. Et c'est vrai qu'ils étaient absolument magnifiques. Tous des géants splendides. Et donc c'était difficile. Puis ils étaient surveillés à la fois par le traducteur de l'usine et le traducteur qui était envoyé par la Yougoslavie. Donc nous, on a rencontré un passage avec un traducteur qui venait de la Yougoslavie et qui nous a fait un très beau scénario parce que lui, il devait écrire toutes les notes de service en yougoslave. Sauf qu'il avait qu'une machine à écrire française. Et donc il disait, pour moi, c'est horrible. Parce qu'à chaque fois que j'écris un mot, il veut rien dire. Donc j'écris des choses qui sont complètement ridicules. Alors il a donné des exemples, on a fait la fiche, et puis au bout d'un mois, il nous a dit je ne peux pas le faire, on m'a rappelé à l'ordre, etc. Mais je vais vous dire, quelqu'un avec qui pourrait le faire, c'était Radovan. Donc il nous a envoyé sur Radovan. Gianluca Zacchetti, c'était, lui, il fait partie ça tout le monde connaît l'histoire de ceux qui étaient venus pour jouer de la guitare à Montbéliard et pour pas travailler, enfin parce que juste ces 25 Italiens qui restaient quand on est arrivé étaient les 25 qui restaient de 800 qui étaient venus 2 mois avant et qui étaient venus avec des contrats. Et comme les contrats n'étaient pas respectés, on dit à Peugeot, écoutez, il y a ça écrit sur les traités, donc sur le contrat. Donc soit vous nous donnez ce qui est écrit sur le contrat, soit on s'en va. Alors, Peugeot ne répondait pas, ils ont dit ok, bon, on va partir, vous nous payez les billets, c'est écrit sur le contrat. Peugeot a refusé de payer les billets, ils ont occupé un train, ils sont rentrés en Italie. Et donc les 25 qui sont restés, c'est les 25 qui ne pouvaient pas faire absolument autrement. Donc
Et alors Gianluca avait déjà proposé des projets au Centre d'action culturelle, et donc on l'a croisé comme ça. Après quand c'est avéré que la piste émigrée allait favoriser, le géorgien, je crois que ça a été un peu volontariste, on aimait bien l'idée qu'il y ait quelques nationalités de l'Est, et puis c'était probablement un film, je me suis dit qu'on n'aurait pas pu faire 2 ans après, parce que Severian était un garçon de droite qui était parti avec les socialistes en 1924 de Géorgie, et qui avait rejoint l'Allemagne au moment de la guerre de 40-45 en espérant que les Allemands iraient jusqu'à Tiflis. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à Tiflis, et donc quand il est revenu en France, il était assez mal vu, quoi. Donc ça, il fallait un peu de temps là-dessus. Les Marocains, le comité d'établissement était aux mains des Marocains, donc c'était la population la plus active et la plus militante. Donc c'était sur une photo, la première personne qui a parlé publiquement, portée par ses camarades dans les usines Peugeot. On a demandé qui c'était, et c'était Ajmi, et Ajmi c'est celui qui est là, et qui a fait fonctionner tout le film marocain du début à la fin. Alors, oui, non, excuse-moi, j'étais pas assez bête. On le voit dans un extrait de télé. Juste avant qu'on voit l'extrait, est-ce que justement l'affiche, un film, le vôtre, a servi justement à amorcer ces rencontres? Ça a été le... Non, mais parce qu'il était sur une photo dans une exposition, on a demandé qui c'est. Donc là, on l'a présenté. Voilà, et puis après, une fois que la machine a été lancée... Les Espagnols. Ah, les Espagnols, mais c'est avec le barrage de la CGT. C'est un délégué CGT qui est sorti... Vicente, qui est sorti du groupe en disant « Putain, vous virez ce mec, qu'est-ce qu'il a fait ?» C'est en c'est lui. On peut peut-être voir un deuxième extrait de ce reportage de télévision. Une toute petite question. J'ai vu le photographe Rajak Ouagnan, ça veut dire qu'il y avait ce photographe aussi à ce moment-là. Rajak Ouagnan en copyright. Il est passé, il a fait quelques photos, Rajak. Oui, et nous, on a énormément photographié parce que c'était un des dispositifs d'écriture. Hélène a fait énormément de photos sur Radovan. Moi, j'en ai fait énormément sur les Italiens. Et ils sont révoltés contre l'idée qu'on avait fait de faire tout un film en bord-titre. Et donc, ça a donné la naissance au film lui-même, où ils prennent cette idée stupide de bord-titre en disant « Mais nous, alors, on ne vit pas ». Donc, on a refait tout à partir de là. Donc, il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps en tant que photographe. Non, il passait juste... quelques jours, surtout. Les seules photos de l'intérieur de l'usine, c'est lui qui les a faites. Ah oui, d'accord. Donc on voit un deuxième extrait de ce reportage de télévision de François Enchanté. Alors, en fait, c'est un deuxième sujet. Il y a 4 sujets en tout qui ont été tournés par France 3 Franche-Comté, vraiment au niveau régional, mais ça n'a pas été diffusé au niveau national. Et donc là, c'est le deuxième sujet de 75, de juin 1975. Donc on te voit sur le tournage, Stéphane, avec Gatti et David. Le film marocain, le film italien. Au studio des Maules, le groupe italien montre sa quotidienneté, mais surtout on dégage son imaginaire improvisé devant le museau stylisé du lion. Car si l'Italien, comme les autres, a trouvé une sorte d'identité française dans le travail, celui-ci monopolise et annule finalement cette tentative d'identité, d'où parfois reste un paradis comme le Maroc pour les Marocains. Résultat, ces acteurs ouvriers, qui étaient à la chaîne une demi-heure avant, refusent des prestiges sportifs italiens évidents. Confrontation entre la gloire publique et la réalité de l'immigré. Pasquale, en tant qu'ouvrier, ma victoire c'est rien du tout, bras d'honneur. Horatio, ma victoire c'est d'être dans ce film et d'y faire de la révolte, de l'autocritique. Vicenzo, l'important pour moi c'est d'avoir imposé Gramsci. Gramsci, théoricien marxiste, officiel et maudit, et férocement combattu par Mussolini. Bref, superposition schizophrène, ce film où l'on sent l'écriture collective chère à Gatti veut démontrer que la cage est un verre au fond duquel on reglisse chaque fois que l'on veut s'en évader.
il y a dans tout ce que la société leur offre, en tant qu'ouvrier, les victoires qu'on leur offre, c'est celle de Tony, c'est celle de Pimondi, c'est celle du sport, du pugilat, du football, et la Juventus, etc. Alors, bon, ils le vivent en tant qu'Italiens, comme ça, enfin, à ce niveau-là, mais il est évident qu'ils n'en sont pas dupes. Enfin, il y en a qui ont même des réactions très très fortes contre ça. Et c'est un des problèmes qui se sont posés enfin, au cours du film. Et pour s'apercevoir que finalement, le fait de faire le film, que l'ouvrier puisse faire le film, puisse s'exprimer, etc., c'était ça une victoire, une vraie victoire. Ça commence par là-haut, c'est le ciel. Alors tu restes sur place, tu ne bouges pas, hein, le ciel. Et lorsqu'il te répond de Maroc, tu y vas. Hein? Bon, allons-y. المغرب كل واحد يريد مغربي مغرب تعال انك فريد واخونا مغربي خونا الله خونا. L'émigré, lorsqu'il arrive enfin, ici, il est porteur de toute une culture qui se perd en partie au contact d'une autre culture qu'il ne ressent pas pour autant. Alors il est là, enfin, ballotté entre une série, enfin, est-ce qu'il va être plus marocain, ou plus français, ou moins marocain, ou moins français, etc. Là, il y a toute une recherche de l'individu. En même temps, il a un nom qui est difficilement prononçable ou catalogué dans les idées reçues. Enfin, et alors, là-dessus, il essaie de s'en sortir, d'exister en tant qu'individu. Alors c'est le cas, par exemple, des Marocains. Bon, le premier scénario, c'est qu'ils se cherchent à travers leur religion, ça s'appelle le Ramadan, et c'est l'idée de fête qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent avoir parce qu'ils sont intégrés dans un monde où ils ne peuvent pas avoir de fête. Alors ce Ramadan se passe, ça devient presque un film humoristique, dire que on ne peut pas manger pendant que les autres travaillent, pendant que tout le monde travaille, et en même temps, lorsque tout le monde travaille, c'est les heures où on peut manger, etc. Il y a un chassé-croisé comme ça, qui est contrôlé par le ciel, qui regarde ces pauvres enfants, enfin, du Maghreb en train de se battre contre la grande bête qui est Peugeot, qui est la métallurgie, qui est le monde de l'industrie dans lequel ils sont insérés. On m'a dit tu vas avec nous à Port-Lachaud pour travailler en chaîne de montage chez M. Peugeot. Ça te fera du grand bien, j'ai dit d'accord. Me voilà en chaîne de montage. J'ai rencontré quelques amis marocains, tunisiens, algériens, yougoslaves, turcs, portugais, etc. On m'a raconté l'histoire de végétes indiennes, de statues empoisonnées, de trésors cachés derrière l'usine, de cache-cache entre les baraques de Port-Lachaud, de ligotage sur la chaîne de montage, plus l'histoire d'un vieux Mexicain, il s'appelle Monsieur X, perdu entre les baraques de Port-Lachaud, en direction la chaîne de montage, accompagné de sa musette casse-croûte. Il chantait, il dit, à vous la chanson, au coup de signal, vous répondez, Wayar Alléluia. Wayar Alléluia. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, hein, que ce sujet de FR3 biaisait peut-être un peu la façon dont ça s'est passé sur l'ensemble du film, c'est-à-dire la présence de Gatti et sa direction sur les tournages. Finalement, son rôle était surtout en amont, en écriture. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus justement? Non, ce qui était très important, c'est que la mise en route du travail se faisait d'abord avec une rencontre avec Gatti pendant plusieurs jours. Il discutait de qu'est-ce qui pourrait faire scénario. Et on n'est pas une image, hein, donc il discutait, il voyait, et c'était concrétisé quand enfin on avait trouvé comment commencer par une affiche. Donc cette affiche, donc il y a des fiches pour tous les films, et cette affiche était collée dans plein d'endroits à Montbéliard, comité d'établissement, enfin, ça dépend des nationalités. Et donc elle annonçait le fait qu'enfin le tournage du film se fabriquait. Après, c'est vrai que Gatti a été là à tous les tournages qu'on voit, qu'on tourne dans un lieu clos, là-bas, je ne sais plus son nom, là. Et
et donc dans lequel on faisait les affiches de sérigraphie, on tirait les photos, on faisait les réunions de groupe, etc. Donc là, et il a suivi, parce que je dis ça parce que c'est important, parce qu'il y a des tournages qu'il n'a pas trop suivi, le marocain, le yougoslave, Tripoyès il est venu, beaucoup, l'italien il n'est pas venu, etc. Sauf pour les tournages qui se faisaient à l'intérieur. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que sur le film espagnol, qu'il a tout suivi, parce qu'il aime beaucoup Tripoyès, en fait, on voit pendant le tournage comment il décrit le scénario en temps réel, tout ce qu'il voit, comment ça se passe, comment il pose des repères de plans qui vont lui servir à construire son histoire, etc. Donc, effectivement, quand il était là, c'était un gage pour le film et après pour le tournage par la suite, parce que le film sur Radovan, ils ont fait plein d'images, etc., mais quand on est parti de Montbéliard, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Comment je vais pouvoir raconter cette histoire et que c'est l'envergure de ce qu'il joue. Or, visiblement, pour Métis, ce qu'il jouait, c'est comment le fils de partisan qui avait fait la résistance en Yougoslavie, aujourd'hui se trouvait seul, solitaire, à donner des coups de poing seul contre cette voiture. Donc, si prenait juste le récit qui pouvait se faire à partir de Montbéliard, ça n'allait pas. Donc, il a fallu, quand il est rentré à Paris, il y a eu cet énorme titre qu'a fait Hélène, qui lui a pris plusieurs mois, les machines étaient un peu incertaines, et pour arriver à ce que le récit prenne. On peut revenir un peu sur le rôle des affiches, justement, puisqu'on voit qu'il y a des affiches qui initient les tournages, qui servent de scénario. Il y a aussi des affiches bilan, bilan d'étape et bilan de l'expérience. On peut peut-être, Alain, faire défiler quelques images. Est-ce qu'on peut les commenter un petit peu Nicolas, tu voilà Nicolas. Et Yves Cohen est juste derrière aussi, puisqu'on vous a aussi annoncé comme potentiellement le... Donc en fait, c'est assez... les affiches, il y en a une de base qui servait à annoncer le film. Et puis après, il y avait plein de gens qui participaient à la fabrication des affiches. Il y avait un graphiste qui venait du CAC qui s'appelait Walter Tacchini, qui avait le plus grand nombre d'affiches. Il y avait par exemple celui qui était un graphiste qui venait du groupe polonais, donc qui faisait ces affiches-là. Et là, il y avait celle-là, celle à droite, c'était déjà, il était photographe, mais il était un peu graphiste, donc ces affiches sont un peu plus posées. Moi, j'en ai fait aussi une série, donc c'est vrai que c'était, ça racontait tous les moments du scénario en cours d'écriture, parce que c'est vrai qu'au départ, ils sont partis de l'idée du groupe cinéma, et puis après, dans le scénario, est devenu central le personnage de Tadeusz, qui est celui qui fait le lien avec la Pologne, c'est le seul, les autres ils ne sont pas polonais, donc c'est autour de lui que ça se met en place. Donc effectivement, avec les affiches, on suit l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur du tournage. Vous nous avez dit aussi un peu pendant la séance que c'était des contrats sur papier. Et une fois que l'affiche était réalisée, c'était aussi que le film allait se faire. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on commençait à tourner. Alors là, on n'avait pas de groupe turc, mais c'est vrai que comme on a été... le musicien était turc, et c'est lui qui a fait toute la musique du film. Quand ce ouvrier est mort, il y a Christian Tchirakadze et moi, on a fait une affiche comme ça qui, on espérait, s'adresser à la communauté turque. Et en fait, voilà, il y a eu de la musique typiquement turque. Puis ces affiches, j'avais une particulière rare quand même, c'est qu'elles étaient recto verso. Donc, il ne faut pas l'oublier. Pas tout, c'est un grand nom. Mais ça venait du Brabant wallon, ça, comme le journal était... Non, les affiches étaient le journal du travail, donc elles étaient faites systématiquement recto verso. C'était pas le cas, mais on a continué. Là, on voit le graphisme de Walter Tacchini. Il avait un style qui se reconnaît dans toutes les affiches.
que sur l'extrait de film qu'on a vu avant, fait par FR3, quand il parle, le commentaire a l'air très sûr, mais quand il a filmé ses extraits, à la fin du tournage, comme il y a un d'eux qui parle de Gramsci et qui dit cette citation qui ne traduit pas aujourd'hui, continuer à lire, c'est fuir, c'est compliqué, même dit par Gramsci, et en fait, le réalisateur du Gatti, il lui a dit c'est qui Gramsci? Entre-temps, il avait pu Gatti. On va peut-être passer, on voulait passer un extrait justement sur cette idée de point de départ du film. C'est un extrait du film géorgien, notamment comment le bois sculpté va servir précisément à structurer les scénarios du film. La première reprend. Pour moi, Géorgie, c'est ici, l'intérieur géorgien. Ici aussi, la Géorgie. Ici aussi, c'est la Géorgie, mais une c'est ici. Ici aussi, la Géorgie, est dictionnaire. L'histoire de la Géorgie est ici aussi la Géorgie. Et le musée? Oui, peut-être pas conservateur du musée géorgien, je n'aime pas le sentimentalisme peut-être avec ça, mais la question paraît surprenante au premier abord, mais finalement pourquoi pas pourquoi est-ce que justement ce que les Géorgiens, est-ce que tous les autres étrangers ont apporté au pays de Montbéliard, pourquoi est-ce que tout ça un jour ne serait pas au musée, puisque finalement ça fait partie de l'histoire aussi du pays de Montbéliard, de son histoire contemporaine. C'est peut-être plus difficile à appréhender maintenant, on a toujours du mal d'appréhender l'histoire contemporaine, mais en y réfléchissant, oui, pourquoi pas. Un jour, Charles Zetkinidze s'est présenté au musée. Il apportait le premier scénario de l'histoire du cinéma, sculpté plan par plan sur la poutre d'une maison en démolition. Premier scénario, il est fait. Le groupe Kartveli présente la difficulté pour un Géorgien d'aujourd'hui à ne pas être du XIIe siècle. Auteur, Charles Zetkinidze. Pendant 37 ans, OS chez Peugeot. Auparavant, berger en Géorgie du Sud, dont voici l'autoportrait avec son chien, son bouc noir, son bouc blanc et ses 2 béliers rouges. La musique originale est de lui. 2 sortes de personnages, ceux du XIIe siècle et ceux d'aujourd'hui. Personnage du XIIe siècle. Le premier, Tariel, dit le chevalier à la peau de tigre. Il se battra du début jusqu'à la fin, à coups d'épée et de tristesse. C'est sa façon de rechercher l'éclatante Nestan Daredjan qu'il croit noyé par son père, le roi Farsadan. Le second, Aftandil, l'ami, le frère, le compagnon de combat du chevalier à la peau de tigre. Le troisième, un roi hindou, Pridon, qui permettra aux 2 premiers de retrouver l'éclatante Nestan Daredjan, en réalité prisonnière des esprits. Personnage d'aujourd'hui. 2 mains de métallurgiste, celle de Charles.
pour les personnages secondaires, des lions, des femmes, des esclaves, des soldats, des vignes, des chevaux et un escalier de la vie servant à faire coulisser l'histoire vers le haut. Deux spectateurs, le poète Shota Ostavetti, qui a immortalisé les personnages du XIIe siècle dans la vie des Géorgiens de tous les temps, participeront à son importance ses chiens et surtout son chat, gardien de sa table de travail. Autre spectateur, la reine Tamar, le plus grand monarque de Géorgie, XIIe siècle. L'histoire l'appelle le roi Tamar. Rustaveli a inventé pour elle, ou pour lui, ce chevalier à la peau de tigre. Génériques au choix, l'auteur ne voyant pas très bien quelle influence il pourrait avoir sur les difficultés géorgiennes, mais persuadé qu'ils sont indispensables, en propose 3. Une fleur stylisée, 2 lionceaux s'affrontant, des poules et des vignes. Alors, pour en terminer peut-être avec les scénarios avant de passer aux moyens techniques de tournage et de montage, parler un petit peu de tournages qui ont été un peu difficiles. On parlait notamment du cas du film polonais, où ça a été une expérience un peu compliquée de mener le tournage à bout. Il y en a deux. Le plus symbolique pour moi, c'est l'histoire du portugais. Parce qu'on a tourné pendant longtemps avec la communauté portugaise. En plus, on y croyait dur comme fer, parce qu'il y a eu des élections à ce moment-là au Portugal. On a installé tout un dispositif pour filmer à la maison Portugal le jour où il y aurait les élections. En fait, ils ont joué au billard, au baby-foot toute la soirée, et ça ne les branchait pas trop. Donc, pareil, c'était un peu comme les Français, donc ils étaient toujours accueillis magnifiquement, etc. Et en film aussi, ils avaient fait venir un consul du Portugal qui est venu là avec 2 Mercedes, donc filmer tout ce qu'ils avaient pour film. Et là, on a commencé, c'est ça qui était différent, c'est qu'on n'a pas fait d'affiche. Ça a commencé sans que les préliminaires de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et donc après 1 mois et demi de tournage, et là, ils se sont réunis avec Dan pour voir c'est quoi le scénario. Et ils ont dit un peu comme les Français, quoi. Ça serait sympa de filmer les grands pas qu'on fait chez nous. Et donc on n'a pas tourné le grand pas, mais il restait longtemps l'idée qu'on allait le faire quand même. Donc Gatti a écrit un scénario, Hélène l'a monté, et puis quand on l'a regardé, il a apparu que c'était un problème par rapport aux autres, quoi, que tous les scénarios avaient été portés par un immigré, par quelqu'un du groupe, pas celui-là, donc ça voulait dire qu'on pouvait faire un film malgré tout, qu'on avait besoin de personne. Donc ça annulait toute la démarche, donc on l'a jamais diffusé. Voilà, donc il a pris la décision de jamais diffuser. Et le polonais, c'est un peu plus compliqué, c'est parce que voilà, c'était quelle histoire racontée avec le groupe folklorique Serena. Donc pour Dante, c'était un peu difficile de voir comment ils étaient. Voilà, c'était des francs-comtois très contents de participer à son groupe folklorique. Et donc finalement, il s'est mis d'accord avec eux. Voilà, parce que quand on était là-bas à Montbéliard, le 1er mai, il n'y avait pas une seule manif, il n'y avait personne dans la rue. Donc on était un peu sidérés, quoi. Et donc on s'est dit, on va poser cette question avec vous. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui se passe à Montbéliard le 1er mai? Donc il y a un plan, on voit une rue vide. Deuxième plan, on voit une rue vide. Troisième plan, on voit une rue vide. C'est le 1er mai. Voilà, donc là, c'est comme ça que Gatti a contourné la difficulté d'aboutir à un scénario avec le groupe polonais, qui était par rapport aux gens les plus charmants de la Terre. Donc les tournages ont duré de février à juillet 1975. On n'a pas précisé pour l'instant la durée même des tournages. C'est assez court. Finalement, vous êtes resté 3-4 mois. Oui. 3-4 mois sur place. Et on va le voir mais dans un second temps tout à l'heure. C'est évidemment le temps de montage qui sera le plus conséquent, hein, plus de 2 ans à travailler à partir de ces rushs,
tournées et qui seront au nombre de, on a vu, 86 heures. Donc c'était absolument gigantesque, pour ensuite un total de 5h30 finalement de films à l'issue de ces montages. Donc en termes de moyens techniques, ça on l'a dit. Déjà, tu étais toi avec Hélène sur le tournage, en train de tourner, vous aviez 2 magnétoscopes, toi récupéré d'Hélène Burgess, tu le disais tout à l'heure, Hélène ayant acheté le sien justement à peu près fin 71, début 72, à peu près au moment où elle s'est permettait de relire, il y avait une marche arrière, et il y avait plein de choses. Le seul problème, on voit certaines fois, c'est qu'il faisait une image plus grise. Il était techniquement mieux, mais il était un peu grisonné. Le sien relisait et pas le tien. Ah non, le mien, il faisait rien du tout. C'était une sorte de boîte. On appuyait, il avançait, et il ne pouvait pas faire marche arrière. Et on ne pouvait pas effacer. Donc il fallait attendre de retourner au magnétoscope. Et donc c'est pour ça que le film que vous ne verrez pas aujourd'hui, qu'on a fait dans le Brabant wallon, parce qu'il y avait à ce moment-là un assistant de Beaux-Arts qui était aux Beaux-Arts et qui avait monté la théorie en disant la vidéo, il ne faut pas monter. On lance le magnétoscope et on rentre les plans comme ça. Alors, c'est quand même un garçon qui faisait. Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que c'était Alain Jacquier? Non, c'est pas Gérard Martin. Alain Jacquier. Non, Gérard Martin. Non, c'est pas Gérard Martin. Alain Jacquier. Peut-être. C'est un petit brin. Qui était aux Beaux-Arts à UB6. Je sais pas, j'ai vu là-bas, il avait le matériel. Il était pas étudiant. Technique. Voilà. C'est Jacquier. Alain Jacquier. Jacquier. Alain Jacquier. Voilà. Il avait que nous cherchons désespérément, donc. Indirectement hommage. Et donc, c'est vrai que nous, on était. Donc, le tournage du premier film qu'on ait fait comme ça, en vidéo, chaque plan durait une cassette entière, 20 minutes. Et quand on voulait recommencer, on retournait complètement avec les comédiens la cassette entière, jusqu'au moment où c'était bon. Donc le film est fait de 5 bandes de 20 minutes, sans coupure. Juste, ça faisait que quand on le projetait, on mettait la bande, choc, on pouvait le reporter, on n'avait pas vraiment de moyen de montage. Donc c'est avec, grâce à Paul, qui a mis en dispositif, c'est lui, il était ingénieur chez L'Oréal, il était mathématicien, physicien, enfin il était tout, et la vidéo l'intéressait justement pour lui, c'était le moyen, l'outil pour rencontrer les gens. Comme c'était un solitaire profond, il pouvait rencontrer les gens que s'il avait une caméra à la main, il le faisait très bien. Et c'est lui qui avait trouvé ce moyen très simple de monter. On avait un IVC avec 2 fils qui partaient de l'autre magnétoscope, et on prenait des repères, on reculait un magnétoscope de 15 secondes, l'autre de 10 secondes, on avait des repères, on lançait, clac, le premier magnétoscope, 5 secondes après on envoyait le second, à 0, paf, on rentrait le plan et on rentrait aussi le son, on commentait la musique en même temps. Et donc c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Quoi. Il y a des jours où Hélène, quand elle arrivait à monter 1 minute, elle disait ah, j'en peux plus, c'est de la dentelle. Et effectivement, vu comment était fait le scénario, il n'y avait pas de place pour. Donc pour l'époque, c'était beaucoup de collants, on appelait ça à l'époque, beaucoup de collants, il y en avait 360 à peu près par film. Et donc, comme en plus le travail a fait qu'on les a montés une fois, parce que Cathy nous donner les scénarios, puis il est parti ailleurs, donc nous on travaillait pendant ce temps-là, puis il est revenu après, donc là, critique du montage, qu'on était fait, etc. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un an, on avait tout monté une fois, il a fallu tout recommencer à zéro, parce qu'on ne pouvait pas recopier, parce qu'il y avait des pertes de définition, etc. Donc là, c'est pas. Mais ça prenait un temps infini. De quelle manière vous étiez répartis les tournages entre Hélène et Annie? Comment c'était la répartition des tournages? Comment c'était organisé entre Hélène, donc l'équipe d'Hélène et la vôtre? En fait, ça s'est fait, le tournage, c'est plus le hasard. C'est vrai que Hélène a été plus intéressée pour travailler avec les gens de l'Est, mais le géorgien, j'étais arrivé un peu avant, donc j'avais commencé, et puis après, quand elle est arrivée, elle a pris en charge les Portugais, les Polonais, les Yougoslaves, plus tous les tournages de plans de coupe, magnifiques plans qu'on voit au début, on voit les paysages, les visages des Turcs. Et pourquoi Gatti partait? Il travaillait sur du théâtre, qu'est-ce que
Ah oui, il n'a pas arrêté, il est resté Il un mois. ce projet et d'autres en même temps. Non, pas pendant le tournage, il était tout le temps là. Mais après, pour le montage, il est resté 2 mois à écrire les scénarios, et après, on ne l'a pas vu pendant 2 ans. Il venait juste regarder, ça va pas. Alors, c'est vrai que c'était le premier montage sérieux que je faisais, c'était un peu rude, quoi. Le scénario qui est déposé à la PNF, là, il y a un magnifique objet, c'est vraiment le plus bel objet de l'écriture de Gatti. C'est un très grand livre, des grands livres de contes, là, comme ça, il n'y a pas de conte dessus, très grand livre, très cartonné à l'extérieur, et où tout est écrit. En plus, il faisait des pliures pour indiquer un certain nombre de choses pour lui. Comme ça, il reprenait dedans, à l'intérieur du scénario, il reprend un certain nombre de dessins, des dessins d'affiches, qui sont d'ailleurs utilisés pour quelques-unes dans le film. Et là, c'est un objet en soi tout à fait exceptionnel. Ce plan graphique, ce plan d'écriture, effectivement, ils avaient cet objet, à partir duquel ils montaient. Donc il y a plus qu'un truc qui nous faisait rire avec Hélène, c'est que Gatti défend l'idée que c'est les mots qui provoquent l'image, et pas le contraire. Donc on avait des plans comme ça où Gatti écrivait juste 7h du matin, c'est l'heure où le camion de étudiants traverse la ville. Alors on dit là, c'est quoi le camion d'étudiants? Peut-être le camion d'étudiants. Donc effectivement, c'est en même temps qu'on regarde la présentation, c'est effectivement la convocation qui crée cette dynamique comme ça, où il donne des noms, des machins, des repères. Nous après, on devait, pour certains plans, inventer le camion d'étudiants. Je vais faire une remarque. On est frappé par la qualité technique de l'image qui soutient la comparaison avec les images satellitaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que les images prises par FR3, elles sont pas, elles sont un peu meilleures, mais pas nettement supérieures. Donc, je ne sais pas si ça vous a frappé. Mais moi, voilà. Alors, et donc, la deuxième remarque sur le plan technique, c'est vrai que c'était difficile de monter au chronomètre, mais c'est aussi l'époque où les Sony arrivaient, etc. Et tout le monde montait au chronomètre. Et avec un peu d'expérience, on y arrivait très facilement. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais ça supposait une écriture effectivement pensée, vraiment le film préalablement, puisqu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Ça, c'est le seul truc. L'autre remarque sur le contenu, c'est que c'est le film des ouvriers. Moi, j'avoue que c'est très beau, très beau travail, mais on ne peut pas dire que ce soit eux qui ont écrit le film et qui l'ont réalisé. Je veux dire, là, moi, il y a quelque chose qui... C'est une question qu'on voulait amener tout à l'heure justement aussi avec Jean-Paul Fargier et avec Nicolas Asfeld. Donc dans un second temps sur justement cette question aussi du double statut, peut-être statut du film. Donc tu anticipes un tout petit peu, mais, mais si tu veux déjà répondre effectivement Stéphane, et puis on y reviendra après parce que je pense que c'est... D'accord. C'est juste que si tu as dans le document de France 3 qu'on a vu, c'est clair. Gatti dit on va écrire ensemble, on va tourner ensemble, les gens seront devant, derrière la caméra. Bon, déjà, ils ne sont pas souvent derrière, plutôt devant, mais il ne dit pas le montage, il ne dit pas vous allez faire le montage, les gens vont faire le montage. Et c'est très frappant qu'il s'arrête à un moment du tournage, parce que tout le film après se fait. Le montage, il s'est fait aussi au tournage, puisqu'il a lancé toutes ces opérations qui ont produit toutes ces scènes. Mais voilà, les gens fabriquent des scènes avec leur vie, avec leur imaginaire, et lui, c'est quelqu'un qui déclenche l'imaginaire, qui libère l'initiative individuelle ou collective, et puis après, il faut structurer. Ça, il faut un artiste pour faire ça. Alors, on va approfondir cette question vraiment, parce que je pense que ce sera celle qui va animer l'essentiel de la discussion avec vous tous et toutes. Peut-être qu'avant de parler de cela, c'est aussi la question, je dirais, de l'écriture au montage qui se pose.
C'est-à-dire qu'au moment du montage, justement, cette question de l'écriture gattienne, mais aussi l'écriture que vous-même, toi et Hélène, allez accomplir, elle est décisive. Donc c'est au croisement de multiples actions. Finalement, ces films sont produits de multiples démarches. Donc voilà, cette question, comment se passait finalement le travail à trois au moment du montage maintenant, quelles étaient un petit peu les méthodes expérimentales, puisqu'on a pu lire que le principe qui avait été mis en place est effectivement un principe d'écriture par temporalité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce dont il s'agissait? Juste par rapport à mon avis, sur lequel il me dit que je tournais, en fait, pour nous, c'était absolument carré, parce qu'il y avait une démagogie à l'époque, où les animateurs culturels arrivaient, en disant, voilà, il y a du matériel, c'est facile à utiliser, vous en servez. Ça donnait la plupart du temps des trucs atroces et décourageants. Et donc, on est arrivé immédiatement en disant, voilà, nous, on fait la technique, et avec vous, on voit pourquoi on parle, comment ça se passe, etc. Donc, c'est Nicolas qui en parle très bien dans son article, c'est différentes stratégies pour qu'ils prennent la parole. Pas forcément qu'ils fassent un film, mais on met différents trucs en place. Bon, il y a le fait qu'ils fassent le scénario, il y a le fait qu'à un moment donné, ce qu'on appelle la théorie des ailes, à chaque fois, il y a un certain nombre de thèmes qu'on voudrait que eux, chacun de leur point de vue, marocain, italien, yougoslave, etc., essayent de parler sur qu'est-ce que c'est que ça veut dire un film, etc. Donc, tous les moments clés du film se jouent autour de la question de la prise de parole. On le voit bien, c'est pour ça, moi, je trouve c'est l'exemple de film italien, parce que on fait le banc-titre avec eux, c'est sérieux, les cadrages, les machins, donc effectivement, je mets toujours les vers au milieu parce que c'est mon ménage Mickey, donc c'est un vers, donc on essaye de raconter ça uniquement avec des vers, avec eux dans le fond. Et quand ils voient toutes les photos, ils nous disent, mais vous êtes tarés, on nous voit vraiment toujours derrière des vers, qu'est-ce que c'est que ce film, on n'existe pas, on ne vit pas, on n'est pas en chair, c'est des images statiques, nous on n'en veut pas de votre film là. Donc, ok, on ne veut pas de votre film, donc on tire toutes les photos en grand qui ont été faites pour ça, on voit l'image tout à l'heure, on met tout à plat et dit voilà, vous décomposez le film et puis vous racontez pourquoi c'est inepte c'est des techniques qu'on voulait mettre en place. Donc c'est à chaque fois d'être suffisamment attentif pour tous les problèmes que ça pose soient remis en scène à l'intérieur de la dramaturgie du film. Alors c'est vrai que la question de choisir le temps pour raconter Montbéliard, ça s'est passé uniquement dans la marmite de Gatti. On l'a vu arriver et on a trouvé que c'était un truc qui marchait formidablement bien, parce que les heures, les jours de la semaine, les mois, les années, ça permettait tout d'un coup ce déploiement qu'on sent directement quand on commence le film polonais, où tout d'un coup on a l'impression d'une énorme machine qui se met en route. Et donc on a fait une vraie machine qui pouvait largement faire le poids au fait qu'on était interdit de séjour à l'intérieur de Peugeot. Justement, peux-je regarder un extrait du film italien dont tu parlais à l'instant? Montbéliard è un bicchiere. Montbéliard est un verre. Film italien, nord plus sud, écrit, réalisé, improvisé, interprété, discuté, réinterprété par les survivants de ce que la presse a appelé le coup des Calabrais, qui, après avoir occupé la tour Peugeot et les locaux de la sécurité sociale, ont laissé Montbéliard en le qualifiant de champ de bataille inutile. Le film, c'est quoi? Cos'era questo film? Allora, te lo spiego subito. Era questo film. Ecco, questo film era Il senso d'amico da Palermo. Come questo film, al tempo stesso era anche la...
Orazio Mineo da Catania. Poi questo film era anche Gianni Iacognoni da Cosenza. Vero, non si vede il viso, si vedono solo le mani, queste mani da operaio, che però, come ha detto Vanzetti, uno dei primi immigrati italiani, potevano essere le mani che ha costruito il mondo. Poi questo film era anche Pasquale Urso da Trapani. E infine questo film ero anch'io, là, Gianluca Zacchetti da Milano. Ecco cos'era questo film. Chacune de ces photos a 20 ans. À cet âge-là, les personnages qu'elles représentent ont coûté 20 000 francs à leur pays d'origine. C'est donc une subvention que leur force de travail apporte à l'économie du pays développé qui les accueille. L'emploi de cette force représente pour celui-ci une économie annuelle de 60 milliards de francs. D'accordo? Oh! Ecco! Vers en carton, levé pour la première fois par Gianluca, Vincenzo, Orazio, Pasquale, dans le train qui de Palerme à Milan, via la Suisse, les a conduits à Montbéliard. Vers dit de la première solitude qui s'empare du migrant à peine sorti de la gare et destiné à parlementer avec elle. Gianluca dans une chambre d'hôtel, le sexe, Orazio au théâtre, la culture, Pasquale devant une boutique de permis de conduire, le sexe de remplacement. Vers et sous-vers pour rompre les pourparlers avec la dite solitude. Vers destinés à comprendre que tout comme eux, les vers, un travailleur migrant est interchangeable, donc il n'existe pas, ou fort peu. Il n'est pas né, il ne vieillit pas, il ne se fatigue pas, et s'il meurt, c'est uniquement par accident. Fonction unique, travailler. Vers, but contre l'Italie, parce qu'elle leur a donné l'envie d'aller en France. Vers, but contre la France, parce qu'elle leur donne l'envie de retourner en Italie. Vers, but contre la sortie d'usine, peur de se retrouver seul. Vers, but contre la rentrée d'usine, peur de se retrouver avec les autres. Vers brisés contre le mur en pensant au contremaître parce qu'ils symbolisent leur fonction unique, travailler. Vers cassés pour un double emploi, la bagarre raciste ou la défaite de l'équipe italienne de football. Sur la question du montage, comment s'est passé le montage? Est-ce qu'il y a eu précisément des projections c'est-à-dire de première ébauche de film à Montbéliard, où le travail s'est fait d'un seul tenant et une présentation ensuite? Le travail s'est fait d'un seul tenant. On a monté ça comme des moines pendant 2 ans, puis à un moment donné, on a tout terminé. Ce qui frappe aussi en regardant l'ensemble de la série, c'est effectivement ce travail de structure. C'est effectivement qu'on a une structure d'ensemble, et en même temps, à l'intérieur de chacun des films, on a des échos aussi qui sont aussi très... C'était l'idée que ce qu'on appelait nous les quotidiens enfantent à chaque fois un scénario différent. C'est-à-dire dans son mouvement, la ville, avec ses temporalités différentes, à chaque fois à peine un scénario disons, qui sont à l'origine. Et suivi un certain nombre de refus de la part du CNC pour un certain nombre de ce scénario. Et donc, quelle était d'ailleurs sa réaction du coup face à cet outil vidéo par rapport au 16 mm, puisqu'il avait quand même tourné El Otro Cristobal à Cuba en 35 mm.
très peu de temps auparavant, avec Jean Charvin, avec Henri Alcan, etc. Donc le passage à la vidéo, c'est quand même il a été préparé par le sensible. il a été préparé par le travail qu'on avait fait dans le Brabant wallon. Au début, ça ne l'intéressait pas, puis il a commencé à regarder, puis il a vu que ça agrégeait les gens, qu'on projetait, que c'est un outil vivant, quoi. C'était pas un truc qui était sur une armoire où, pour commencer à tourner, Hélène, elle avait une caméra 16, si tu veux, et d'ailleurs, Hélène, elle est juste à la frontière. Moi, je suis arrivé juste après où il n'y avait que la vidéo, mais elle avait monté son camion pour aller faire un film sur les bords de l'Erdre, où elle avait équipé avec des amis à elle un J7, et dans lequel on pouvait filmer, on pouvait développer. Et donc, l'idée, c'était 10 Berthovienne, quoi. C'était, hop, on va là, il y a la lutte, et on projette immédiatement le résultat. Alors, et donc c'est vrai qu'après, quand on a travaillé dans le Brabant wallon, on a récupéré le camion vide, avec toute l'architecture pour faire des bains, des machins, etc. Et c'est tombé obsolète immédiatement, quoi. Elle n'a pas eu le temps voilà, elle a vu que ça arrivait, que tout ça marchait, elle aussi, ça la libérait, quoi, parce que faudrait qu'elle vous raconte, elle, la complexité du tournage sur les prisons. Pour moi, c'était pas évident, quoi, de faire un film de ça. Et Gatti et Hélène Châtelain, dans un certain nombre aussi d'écrits des années... On ne se passe pas trop là-bas, la chiffonne, notamment le Yougoslave Radovan, qui avait beaucoup investi dans le film, il est parti en claquant la perte. On l'a cherché pendant 2 jours, on l'a retrouvé... un livre mort caché dans une armoire, et il dit ça va pas du tout, vous m'avez trompé, moi, un film avec Sylvana Mangato, c'est un film, c'est pas ça là, qu'est-ce que vous avez montré? On ne voit même pas en train de défoncer les portes, je sais pas, qu'est-ce que vous croyez? Alors, on était tous consternés, parce que c'était comme il était tout seul, c'est un film qui avait manqué, demandé énormément de travail en plus, de titrage, de documents, etc. Beaucoup d'écriture en plus de la part de Gatti, et donc finalement, la seule solution qui a été trouvée, c'est qu'il écrit une postface, Gatti avec lui, en disant voilà, il faut que tu dises voilà pourquoi tu ne te reconnais pas du tout dans ce film. Et donc on l'a tourné à ce moment-là, on était chercher le matériel, on l'a tourné, et donc le film se finit par Radovan, comme Nicolas le racontera beaucoup mieux que moi, c'est que quand même les films de Montbéliard, c'est une stratégie pour donner la prise de parole aux autres. On a été cohérent jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Ah non, ça va, alors tu vas dire que ça va pas. Voilà, donc c'était une position radicale qui a été tenue de bout en bout. Donc c'est ce son comme ça, ça circule, ça recircule, on ramène, on peut encore retoucher, c'est jamais fini. Et en même temps, Radovan Joveljić, ce film lui sera projeté notamment. Quand il est projeté en Belgique, personne d'entre eux peut y aller. C'est Radovan qui va y aller et qui va défendre magnifiquement. On va peut-être passer au premier extrait du film, qui est un extrait du prologue, donc Montbéliard, de la série. C'est un extrait de 70 reviennent aussi sur cette idée qu'avec la vidéo, il y avait une possibilité de nouvelle écriture, la possibilité de faire exister un nouveau langage qui ne pouvait pas exister ni par le cinéma ni par la télévision. Et Hélène Châtelain a une très très belle formule, je trouve. Elle dit « C'était un vrai pont, où les personnes se trouvaient à part entière des deux côtés du pont. C'était comme un arceau de chair, comme un vaisseau sanguin, le sang pouvait circuler. » C'est-à-dire qu'il y avait comme ça une relation très particulière qui pouvait s'instaurer aussi, en tout cas selon elle, par la vidéo, et qui n'existait pas forcément de la même manière avec d'autres techniques argentiques. C'est quand même les gens qui tout ça, mais c'est vrai que le fait tout simplement de pouvoir projeter les rushs une fois qu'on a filmé, c'était pas un film où on a tourné et en partie après parce que le montage a été très long à cause des conditions techniques dans lesquelles on l'a fait, donc ça a duré 1 an et demi, 2 ans, mais au moment où on tournait, tous les soirs on regardait ce qui avait été tourné, et regardait avec Gatti, il commentait, donc c'est vrai que ça c'était inouï. J'ai déjà tourné sur des films de 35, on attend les rushs, même s'ils arrivent bien, on est moins, puis de temps en temps ils n'arrivent pas, ou il y a un problème de tirage, donc on s'aperçoit que c'est atroce. Il y a plein de choses qui font que le produit qu'on fait est totalement étranger aux personnes qui sont filmées.
Donc, là où je suis tout à fait d'accord avec Hélène, c'est que tout d'un coup, après, il y a eu des désaccords sur ce qu'on a fait. Hein, parce que c'était pas tout beau, tout joli. Il y avait, de temps en temps, ils pensaient, eux, qu'on allait faire un vrai film, que ça allait être en technicolor, etc. Et donc, quand on a projeté les films de Montbéliard dans la grande salle, on était au Transfo. Ce sont eux, immigrés ouest chez Peugeot ou manœuvrent dans le bâtiment, qui ont tiré, véhiculé, ont écrit, pensé, joué et même dansé le film. Le générique est d'un ajusteur, Jackie, du groupe polonais. Le lion. Le lion. Il représente ma production. Cette production faite dans la région de milliers d'heures de travail, moi j'ai pensé la représenter ici par le corps fait de parties pour d'échappement d'automobile, le museau, une partie de poussée de camion, les quatre pattes d'une tôle travaillée, les bouts des pattes, les griffes, fait de support de pompe de mobilette de vélo, la queue du fer forgé, le bout de la queue et la crinière en coulée de soudure. Sa cage. Le lion représentant la production, sa cage doit représenter le pays de Montbéliard. Le meilleur moyen de représenter cette cage, c'est de faire ce qui représente ce monument typique, c'est-à-dire le château de Montbéliard. Ce château fait avec des pots d'échappement de différentes marques d'automobiles. Ce pot a été déployé afin de donner cette paroi, travaillée. Ceci a été mis en forme carrée. Ces coupoles, c'est des colonnes de direction. Ceci, c'est de sable fer carré. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais coupé le son. Alors, moi, j'essaie de me souvenir comment on éteint les lumières. On appuie ensuite, c'est bon. Merci. Nous, c'est pas excusez-moi, j'aurais bien fait de. C'était pour pas déranger tout à l'heure pendant. Il faut pour éviter les bruits informatiques, mais là. Décroche. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Désolé. Dix cultures et un seul cerveau, chaque jour multiplié sur les tables de production, véhiculé par un titre voiture, le lion, sa cage et ses ailes, à travers ce pays étrange, d'aucune langue, d'aucune frontière, l'immigration.